Chaque 8 mars maintenant depuis plusieurs années avec Seine-Saint-Denis Habitat, eh bien, nous donnons la parole à une femme engagée en Seine-Saint-Denis pour justement ses combats, ses actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences faites aux femmes. Et donc je suis très heureux qu'après d'autres, après une femme dirigeante d'un club sportif, après une militante qui siège dans notre conseil d'administration, on ait choisi cette année Rada Hatem, médecin-chef et gynécologue, qui a porté ce beau projet de la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis pour être aux côtés et prendre en charge des femmes victimes de mutilations, de violences sexuelles, et justement d'essayer de faire le lien entre son action en faveur de ces femmes victimes de violences, mais aussi notre action de bailleur qui loge les familles de Seine-Saint-Denis. Et donc, eh bien, elle a pu faire connaître son action, faire connaître ses projets, faire connaître ses engagements, parce que finalement, ce combat contre les violences faites aux femmes, ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat que, justement, n'est jamais terminé. Et donc, il doit se poursuivre au quotidien, sur la question des salaires, sur la question des droits, sur la question du logement, sur la question du libre choix, notamment par rapport au corps des femmes, mais dans tous les domaines de la vie en société. Et ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est finalement un combat pour l'égalité tout court. Donc c'est normal, c'est juste que Seine-Saint-Denis et Habitat soient également engagés au quotidien. Cette belle rencontre, donc, puisque maintenant depuis quelques années c'est traditionnel, le Seine-Saint-Denis Habitat vous réunit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous ne parvenons pas toujours à l'organiser en cette journée du 8 mars, donc c'est parfois un jour avant ou un jour après. Donc cette année, c'est le 7 mars pour nous. Et depuis quelques années maintenant, chère Rada, avec les membres du conseil d'administration, Claudine Seigneur qui est à mes côtés, Patrice Roch, le nouveau directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat, nous avons choisi, depuis quelques années maintenant, je ne vois pas les membres de la direction générale, donc si elles sont là, elles ont le droit de nous rejoindre, il faut nous rejoindre. Eh bien, depuis plusieurs années, nous choisissons d'inviter une personnalité du département, une personnalité féminine, qui, par ses combats, son engagement, son œuvre, son action, bien justement, symbolise ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, nous avons eu à la fois eh bien, des militantes qui participent au conseil d'administration de Seine-Saint-Denis Habitat. Nous avons eu, par exemple, l'an dernier, Pauline Gamère, qui est une des rares femmes qui dirige un club de foot, le Red Star. Elle a quitté le Red Star pour s'engager vers une autre activité. Et cette année, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Rada Hatem. Donc, elle va vous raconter son histoire, son œuvre. Mais simplement en 2 mots, Rada est gynécologue et engagée dans le combat médecin-chef, gynécologue, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompé, Rada. Donc engagée depuis de nombreuses années en faveur des droits des femmes, et elle a créé une formidable structure avec son énergie, son talent, sa fougue. Elle arrive à déplacer les montagnes. Et donc la Maison des Femmes qui est située à Saint-Denis, à proximité de l'hôpital de La Fontaine, et qui accueille, dans le cadre d'une prise en charge globale, des femmes victimes de violences, et donc qui justement par les interventions d'une équipe pluridisciplinaire, eh bien, les accompagne dans ce travail de reconstruction pour justement retrouver une vie normale. Donc moi je suis très heureux avec l'ensemble de la direction de l'office de l'accueillir, et vous allez voir à quel point son énergie est communicative et surtout son action exemplaire. Merci à vous. Mesdames, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, c'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, pour honorer le 8 mars, bien sûr, mais aussi parce que c'est la Seine-Saint-Denis et que ce département, maintenant, j'y suis très attachée. Je l'ai découvert par hasard. Comme tout le monde, je pensais que c'était un endroit terrible, avec des voyous, des casseurs, de la violence, Beyrouth, quoi. Et croyez-moi, quand une Libanaise le dit, elle sait parfaitement de quoi elle parle. Et puis, je suis arrivée à la maternité de l'hôpital de La Fontaine.
j'ai découvert une population totalement mélangée, d'ici, d'ailleurs, dont les besoins sont les mêmes que partout dans le monde. Une prise en charge respectueuse des différences, des cultures, mais surtout une prise en charge bienveillante. Ce qui n'est pas toujours simple à offrir dans le monde hospitalier. Car aujourd'hui, vous le savez, les soignants sont eux-mêmes victimes des tensions économiques, du toujours plus, toujours mieux, avec toujours moins. Et ils n'ont parfois même plus l'énergie d'être dans l'empathie, l'accompagnement, alors que très souvent, ils sont issus de ce département, ils ont énormément d'énergie, ils avaient envie de sens dans leur travail. C'est un objectif très important, la bienveillance dans les soins, que ce soit pour les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, et d'une manière générale pour toutes les personnes vulnérables. Être malade, hospitalisé, quand vous êtes très puissant, ça vous rend immédiatement vulnérable aussi, dépendant, à la merci quasiment du personnel soignant. La bienveillance, c'est une grosse responsabilité, et j'espère que nos politiques y seront très sensibles. Mais j'ai aussi découvert une population encore plus vulnérable que dans d'autres départements, aux prises avec des questions d'accès aux droits, aux papiers, aux soins, à l'emploi, au logement. Évidemment, quand on parle de vulnérabilité un 8 mars, c'est quand même la question des femmes qui vient au premier plan. Le 8 mars, ça a commencé en 1910. Et c'était à la conférence internationale des femmes socialistes que l'idée a germé, portée par Clara Zetkin, une journaliste allemande, militante, socialiste, féministe et pacifiste. Et puis ensuite, en 1915, à Oslo, à Saint-Pétersbourg en 1917, et puis 1921, Lénine décrète le 8 mars journée des femmes, et c'est repris par les Nations Unies, et enfin par la France en 1981. Mais aujourd'hui, c'est un 8 mars particulier. Depuis plusieurs mois, la parole des femmes a envahi l'espace public, pour dénoncer, mais pas seulement, pour avancer. Parce que cette malédiction est millénaire et qu'elle va être très difficile à détricoter. Alors, cette vague de fond qui a porté la parole des femmes partout dans le monde est salutaire. Le débat est enfin public, l'espoir d'un changement a germé. Mais nous devons être très déterminés pour le mener, ce changement, et il nous faut aussi impliquer les hommes à nos côtés. Car s'ils bénéficient de tous les avantages liés au pouvoir patriarcal, qui a depuis toujours justifié leur puissance et leur impunité, ils sont victimes de toute une éducation qui les pousse à se sentir forts, fiers, conquérants, avec un droit inaliénable sur la moitié de l'humanité, nous. Mais cette obligation est parfois une terrible contrainte, et si je prends l'exemple des mariages forcés, par exemple, et bien très souvent le garçon n'a pas envie d'épouser cette femme qu'on lui promet, son cœur est ailleurs, mais il est tout aussi impuissant qu'elle à se révolter contre la tradition et la coutume. Pas question d'afficher des émotions, des choix, des sentiments personnels. Et la chaîne du malheur se perpétue. Comme pour l'excision, plus personne ne sait maintenant pourquoi rien ne doit changer, mais tout le monde s'arrange pour que rien ne change. J'ai été élevée dans une partie du monde où la virilité est survalorisée. Et c'est la lutte contre cette fatalité qui m'a toujours motivée. Personne ne doit nous dicter nos choix, nos engagements. Or, nous sommes tous, sauf libres, victimes de schémas et d'obligations souvent vides de sens. Les enfants, ne l'oublions jamais, sont les premières victimes. Filles et garçons, ils subissent les violences dans le couple, les agressions sexuelles, l'absence de soutien, de ressources, de repères. Et je ne parle même pas des mineurs étrangers qui sont pour moi la honte la plus absolue d'une société développée comme la nôtre. Nos enfants sont parfois abandonnés à l'éducation par la pornographie, à l'incitation à la violence, aux prédicateurs de toutes sortes. Et un enfant victime reproduira la violence. Ça ne peut pas durer. C'est donc ensemble, main dans la main, qu'il nous faut lutter. Je suis, M. Troussel l'a dit, gynécologue, et mon domaine d'expertise, c'est évidemment les femmes. Et avec toutes les nuances que j'apporterai à ce constat, car nous avons quand même la chance de vivre dans un pays évolué, nous avons le droit de voter depuis 1944, le droit de travailler sans l'autorisation de notre mari depuis 1965, le droit de prendre la pilule depuis 1967, le droit d'avorter en 1975, et depuis 2006, on reconnaît le viol entre époux. Beaucoup de progrès quand même. Et malgré ces acquis, je sais qu'être une femme, c'est souvent partir dans la vie avec un handicap de vulnérabilité dont il faudra tenter de s'affranchir tout le temps, quand on a la chance de pouvoir le faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et en tout cas, ce n'est pas le cas des femmes dont nous avons choisi de nous occuper à la Maison des Femmes.
Notre maison, rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, se compose de 3 unités. Un planning familial qui est financé par le département et qui nous permet de faire énormément de choses. La contraception, l'avortement, l'éducation des lycées et collégiens à la santé affective et sexuelle. Mais nous avons aussi une unité violence, violence conjugale, violence sexuelle, violence intrafamiliale, et une unité mutilation sexuelle, puisque dans notre département vivent beaucoup de familles originaires d'Afrique subsaharienne, où cette pratique reste, hélas, très répandue. Organiser cette prise en charge un peu nouvelle, monter cette maison des femmes, m'a permis de mieux connaître les ressources du département. Son président, bien sûr, qui s'est immédiatement engagé à nos côtés, financièrement tout d'abord, mais aussi politiquement, en sollicitant chaque fois que nécessaire son formidable réseau. Mais aussi d'autres acteurs, que ce soit le docteur Emmanuel Piette, responsable départemental des plannings familiaux, ou Madame Ernestine Ronet, grande figure de la lutte pour les droits des femmes et présidente de l'Observatoire de violence, et toutes les personnes qui agissent tous les jours à nos côtés, juristes, avocats, magistrats, travailleurs sociaux, conseillères conjugales, médecins, sages-femmes, etc. J'ai découvert un réseau incroyable, engagé, militant, sincère. Et je suis désormais très fière d'être un petit maillon de ce réseau. Ce n'est pas par hasard si de grandes choses sont nées ici. Du procès de Bobigny, qui a, souvenez-vous, changé radicalement le destin de l'avortement, au premier procès des exciseuses, en passant par l'ordonnance de protection ou le téléphone grand danger, c'est souvent ici que tout a commencé. Alors l'ordonnance de protection, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de mettre une femme à l'abri de son conjoint violent, et le téléphone grand danger, c'est celui qui lui permet d'appeler immédiatement les services de police si son mari est trop menaçant et sa vie en danger. Mais il nous reste beaucoup à faire. L'hébergement d'urgence est une de nos priorités. Car pour pouvoir partir en toute sérénité, une femme doit savoir qu'elle aura un lieu où se poser avec ses enfants, qui ne soit pas une chambre d'hôtel du 115. Et ça, c'est très compliqué à organiser et surtout à garantir. C'est pourquoi je me réjouis aussi de cette opportunité qui m'est donnée de vous rencontrer, car ce pourrait être l'occasion d'un nouveau projet. Je sais qu'avec un toit pour elle, c'est pas la gueule, Monsieur le Président, vous vous impliquez déjà dans la question d'hébergement d'urgence. Et nous pouvons sans doute faire mieux et plus, avec des maisons de famille, des foyers structurés, des nuits d'hôtel, à réfléchir. Parce que nous le savons, et nos partenaires nous ont alertés, la reconstruction physique et psychologique de nos patients demande cette stabilité. Et c'est pour ça que nous avons commencé un travail avec le groupe S, qui propose qu'ensemble, nous puissions quelque part dans ce département avoir des lieux où les femmes pourraient justement s'installer dans la durée, se ressourcer, de manière à pouvoir avoir un retour vers l'emploi, vers des structures de droit commun. Et ensemble, nous pensons que nous pouvons aider beaucoup de femmes à sortir de ces difficultés. Notre projet est de travailler ensemble pour trouver ce lieu d'hébergement et de proposer d'une part une prise en charge sociale avec les professionnels du groupe S, et d'autre part, la prise en charge physique et psychologique que nous commençons à maîtriser depuis bientôt 2 ans que notre maison est ouverte. Il n'y a pas que l'hébergement d'urgence, il y a aussi l'éducation à la santé sexuelle et affective. Nous sommes engagés dans un projet pilote dans le 93, en partenariat avec l'Académie de Créteil et le Collège national des gynécologues obstétriciens. Ce projet s'appelle « Des gynécologues à la rencontre des adolescents ». Parce que nous sommes persuadés que le changement doit commencer dès l'origine, le plus tôt possible. Ces échanges avec les jeunes nous semblent indispensables pour promouvoir les questions d'égalité et de respect, principaux garants contre la violence. La Journée internationale des femmes peut être un moment de réflexion pour coordonner toutes ces actions et transformer la dynamique engagée en réalisation concrète, utile, aux femmes, aux hommes, aux couples et aux enfants. Dénoncer, ce n'est pas assez. Chacune d'entre nous peut et doit s'interroger sur ce qu'à son niveau, elle peut faire. Ne pas laisser une collègue se faire humilier. Refuser des propos et des gestes mal placés, même quand ils ne nous concernent pas. Témoigner. Savoir reconnaître les signaux de détresse que peut envoyer une femme maltraitée à domicile pour lui offrir aide et accompagnement, l'orienter vers des structures adaptées. On peut aussi se donner la peine de repérer ces structures, de les connaître et d'y participer, bénévolement ou pas si on en a le temps. Enfin, solliciter les politiques, les médias, les élus. En un mot, il s'agit de s'engager en toute sororité.
Cette injonction, messieurs, bien que vous soyez en minorité, est tout aussi valable pour vous. Et je voudrais conclure par ce petit souhait. Tant que l'égalité ne sera pas atteinte, le 8 mars continuera d'être célébré. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'avoir accueilli Rada Hatem aujourd'hui pour son témoignage, pour les valeurs qu'elle a su nous transmettre, son énergie, aussi pour écouter avec beaucoup d'intérêt les projets qui se montent. Elle nous a d'ailleurs sollicité, on va regarder avec attention les projets qui sont les siens. Et puis aussi pour prendre toute notre place dans la Journée internationale du droit des femmes, hein, qui est célébrée tous les ans à l'Office. C'est pour ça qu'on a fait cette initiative aujourd'hui, mais aussi pour prendre notre place dans le mouvement qui est actuellement en cours de libération des femmes dans l'espace public, les femmes victimes de harcèlement. Et donc on est très heureux de la résonance que cette initiative peut avoir aujourd'hui.